premier examen de la dépouille du barrage du Padre-Rio est bien décevant. Le corps est tellement putréfié qu'il n'est même pas possible de déterminer son sexe. Quant aux mains, leur état ne permet pas un relevé d'empreinte digitale. Seuls éléments matériels importants en ce début d'enquête, les 2 isolateurs électriques de 30 kg, ce que le gardien du barrage avait pris pour des ressorts, attachés par du fil électrique qui lestait le corps. Après les premières observations effectuées sur place, le cadavre, ou ce qu'il en reste, est aussitôt transporté à l'Institut médico-légal. L'autopsie qui va être pratiquée à Saint-Étienne permettra peut-être d'en apprendre plus. Ainsi commence une enquête longue mais passionnante qui va faire date dans l'histoire de la police scientifique. En présence d'un cadavre non identifié, 3 questions prioritaires se posent. Quelle est la cause de la mort? Depuis quand est-il mort? Enfin, qui est-il? La justice attend du médecin légiste qu'il réponde aux 2 premières questions et qu'il lui fournisse assez d'éléments pour éventuellement aboutir à résoudre le mystère de l'identification. En Europe, il faut attendre le 19e siècle pour que les premiers vrais médecins légistes apparaissent. À Saint-Étienne, les médecins légistes commencent par un examen macroscopique du cadavre du Padre-Rio. La taille est estimée à 1,75 m, 1,80 m. Malgré l'absence apparente d'organes génitaux externes, le sexe semble masculin. La couleur noire de quelques cheveux crépus encore présents sur le crâne laisse penser à une origine méditerranéenne. Enfin, les vêtements de sport indiquent un homme plutôt jeune. Un médecin légiste, c'est pas un enquêteur, c'est un auxiliaire de justice, mais qui se doit dans son métier d'avoir un flair au moins aussi performant qu'un flair d'un policier ou d'un gendarme. Dans le cas de l'inconnu du Padre-Rio, l'autopsie ne pouvait être que succincte en raison de l'état de putréfaction du corps. Mais voici comment, classiquement, un médecin légiste pratique selon une procédure immuable. Il s'agit, dans le cas du crime, c'est évident de comprendre qu'il faut faire une autopsie. Pourquoi? Pour déterminer comment le sujet est mort, quel est le délai post-mortem, comment le coup mortel, coup de feu, coup par arme blanche a été donné, si le sujet a pu se défendre ou si au contraire on lui a tiré dans le dos. Bon. Important également par l'autopsie de dire s'il y a eu préméditation ou si au contraire c'est un coup qui a été donné à l'occasion d'une rixe, peut-être de manière involontaire. Il est toujours important pour que les jurys puissent se prononcer de manière la plus honnête possible, effectivement, qu'ils puissent s'appuyer sur des constatations autopsie de qualité et qui fournissent le plus de renseignements possible sur toutes les circonstances qui entourent un acte criminel. Alors la réalisation des crevés est quelque chose d'indispensable et qui doit permettre effectivement de rechercher si la personne n'a pas reçu des coups et blessures juste avant son décès. Il faut tout particulièrement regarder au niveau des mains s'il n'y a pas de boutons profonds. Alors pour en revenir un petit peu sur l'opération d'autopsie elle-même, donc une fois que le premier temps est terminé, temps de la levée de corps, le deuxième temps est celui de l'examen du corps lui-même et de l'ensemble des viscères. C'est-à-dire que nous allons pratiquer une grande incision qui part du menton, qui va jusqu'au niveau du pubis pour avoir accès, d'une part, aux organes de la cavité thoracique et aux organes de la cavité abdominale. Alors, après avoir réalisé donc l'examen des organes in situ, après avoir réalisé l'extraction des différents organes, on va s'intéresser donc à un examen de chaque organe. Et les premières choses qu'on va faire, c'est on va peser chaque organe. Alors on va peser ce foie, qui est un foie qui est de taille considérable, ne serait-ce que macroscopiquement. Et d'ailleurs, on constate effectivement qu'il fait 4 kg ce foie, alors que la taille normale est voisine de 1 kg à 1,6 kg en fonction du sexe et de la corpulence de l'individu.
Après avoir réalisé donc la pesée des différents organes, nous allons faire un examen de chaque organe et nous allons réaliser pour les organes qui nous paraissent pathologiques un prélèvement à visée histologique. Alors dans une autopsie, effectivement, l'observation visuelle est capitale parce que c'est à partir de l'examen des organes in situ qu'on va, dans la grande majorité des cas, déterminer la cause traumatique du décès lorsqu'il s'agit d'une cause traumatique. Et il est très important de faire une dissection très soigneuse des organes pour retrouver la trajectoire d'un projectile. Même une plaie par balle peut passer inaperçue des gendarmes, de policiers, même d'un médecin du SAMU, voire, heureusement pas d'un médecin légiste, mais en tout cas d'un médecin. Et justement, dans l'affaire du pas de Rio, l'autopsie allait permettre de répondre avec certitude à la première question, celle de la cause de la mort. L'inconnu avait-il été jeté vivant dans le lac? Ou avait-il été tué avant? C'est le premier coup de théâtre de cette enquête. Réponse d'un expert, un médecin légiste, le professeur David, ancien directeur du laboratoire de police de Lyon. Alors, le squelette, il nous a appris autre chose également. Il nous a appris que cet homme avait été probablement tué par arme à feu. Parce qu'on a découvert dans la 7e vertèbre dorsale une balle. Elle a été mise en évidence par la radiographie. Voilà cette balle de 5 mm 5 qui est située sur la 7e vertèbre dorsale, un endroit où on peut penser que cette balle a traversé des organes très nobles avant de se ficher dans la colonne et traverser peut-être le cœur, traverser des gros vaisseaux, et elle expliquerait bien la mort de cet individu, qui peut parfaitement être mort d'une lésion par arme à feu. Cette balle aurait pu être en avant dans les parties molles et puis, comme tout s'est putréfié, disparaître. C'est très vrai. Et là, il y a une chance, elle était dans la colonne. Et dans la colonne, elle reste. Ah, voilà. La balle, extraite de la colonne vertébrale, est aussitôt envoyée au service balistique du laboratoire de police scientifique de Lyon. Expertise. Il s'agit donc d'une balle de calibre 22 long rifle qui supporte 6 rayures droitières de largeur différentes. Cet élément de munition ne figure pas dans nos bases de données, mais les caractéristiques supportées par le projectile permettent de penser qu'il a pu être tiré dans un revolver à grenaille, probablement de marque REC, modifié en calibre 22 long rifle. Dans le même temps, d'autres spécialistes examinent attentivement les vêtements de l'inconnu. L'examen attentif de ce vêtement a montré, premièrement, que l'orifice de balle était situé en avant, au niveau du mamelon droit, que cet orifice de balle était de petit calibre, correspondant bien à un 5,5, et qu'il était entouré d'une auréole de fumée et de poudre, ce qui permettait d'affirmer qu'en fait, le coup avait été porté à très courte distance, voire même à bout touchant. Les poumons et le cœur de l'inconnu du pas de Rio, complètement putréfiés, ne permettaient aucun examen anatomo-pathologique. Leur analyse, si cela avait été possible, aurait pourtant indiqué avec certitude s'il y avait eu noyade ou pas, à cause de la présence ou non dans les tissus d'organismes microscopiques, les diatomées.
Une diatomée est comme une algue siliceuse qui se trouve donc dans tous les cours d'eau de notre région, aussi dans les étangs, dans les lacs, dans les fleuves et dans la mer. Donc ce sont des petites algues qui ont la particularité d'avoir un squelette siliceux. Ce sont des algues qui sont connues depuis fort longtemps par les biologistes, les hydrobiologistes au point de vue, j'allais dire, de l'application dans l'eau. Pour la médecine légale, les premières descriptions ont eu lieu en début du siècle, 1902-1904, par un monsieur qui s'appelait Ravensdorf, qui a trouvé ces diatomées, donc ces algues, dans les poumons de noyés. Voilà. Alors pour nous, il est important de pouvoir dire que la personne s'est noyée. C'est donc le diagnostic de noyade, c'est l'inhalation d'eau. Lors d'une noyade, vous pouvez avoir différentes causes de décès. Une personne peut décéder par un choc thermique, ce qui est décrit lors des noyades l'été surtout. Et vous avez également des personnes qui inhalent l'eau. L'eau va gorger les poumons, va empêcher la respiration et la personne va décéder. Or pour nous, il est essentiel de pouvoir montrer que la personne est décédée de noyade ou alors qu'il s'agit d'une personne qui aurait été tuée sur la terre et jetée ensuite, précipitée dans l'eau pour dissimuler un crime. Donc celle-là n'aurait pas de diatomée? Les dernières personnes visées, donc les victimes tuées sur le sol puis précipitées, immergées dans l'eau, n'auraient pas de diatomée dans les tissus. Il faut savoir quand même que l'eau pourrait pénétrer par les voies aériennes jusqu'aux poumons, mais ensuite ne peuvent pas pénétrer dans les autres organes, dans les autres tissus, notamment le cerveau, le foie, les reins et surtout la moelle osseuse, donc la moelle dans les os. Et est-ce que la présence des diatomées permet aussi d'identifier l'eau où la personne? Alors c'est des travaux que nous effectuons actuellement. Travaux beaucoup plus difficiles dans la mesure où il faut que nous ayons d'une part l'eau d'immersion de la victime ou du lieu de découverte de la victime et on compare les diatomées qui sont prédominantes dans cette eau avec les diatomées prédominantes uniquement au niveau pulmonaire. Donc nous prenons le poumon, si nous avons suffisamment de diatomées dans le poumon, nous recherchons quelles sont les espèces qui sont dominantes et nous comparons avec les espèces dominantes dans l'eau. Et si les deux correspondent, on peut avoir une idée du lieu effectivement où la personne s'est noyée. Et dans l'eau du robinet, il y a aussi des diatomées? Très peu. L'eau est filtrée, il y a très peu de diatomées dans l'eau du robinet, ce qui rend cette technique non utilisable pour les noyades dans la baignoire ou dans des piscines ou proprement bien entretenues. Est-ce qu'une telle recherche aurait permis d'élucider le mystère de la mort du petit Grégory le 16 octobre 1984? Si le juge l'avait ordonné, elle aurait en tout cas pu répondre à plusieurs interrogations capitales. L'enfant a-t-il été réellement noyé, puisque selon le médecin légiste qui a pratiqué l'autopsie, il ne se trouvait que peu d'eau dans ses poumons? Et surtout, a-t-il trouvé la mort dans l'eau de la Vologne ou bien par exemple dans celle d'une baignoire, c'est-à-dire une eau qui contient peu ou pas de diatomées? C'est l'examen anatomopathologique qui permet de mettre en évidence les diatomées. Les tissus prélevés sur le cadavre au terme de l'autopsie sont fixés dans de la paraffine, puis finement découpés, fixés et posés sur des lames destinées à l'examen microscopique. L'examen anatomopathologique ou microscopique des tissus est tout à fait important pour préciser les diagnostics. En matière de blessures, chronologie des blessures, ancienneté des blessures, est-ce que ce sont des blessures antémortem ou post-mortem? Il n'y a que l'examen microscopique qui permet, pas toujours d'ailleurs, de préciser ce diagnostic. Cause de mort aussi, bien sûr, pour toutes les morts naturelles, c'est fondamental d'avoir l'examen microscopique. Pour les noyades, enfin, ça apporte dans de nombreuses circonstances, c'est un examen indispensable. Là, j'ai un exemple de strangulation où on voit, c'est toujours pareil, c'est la peau qui a été prélevée. Alors voilà ici, les plis là sont des replis classiques dus à la technique. Voilà l'épiderme, les annexes, c'est-à-dire les poils, les glandes sébacées. Et puis il y a une zone, voilà ici, où on voit l'épiderme qui est aminci, qui est comme un petit peu parcheminé. Ça c'est dû à la pression du lien. Et en profondeur, les vaisseaux là sont encore intacts, mais il y a des débuts de rupture. Et là, le muscle est abîmé, un petit peu écrasé, les fibres sont coupées, sont rompues du fait de la pression du lien. Il y a une petite hémorragie interstitielle. Donc ça, c'est l'action du lien au niveau de la peau. Mais on peut essayer de recueillir sur la surface de la peau des fibres correspondant aux fibres du lien utilisées, parce qu'on laisse toujours quelques fibres du lien sur la peau. De la même façon que sur le lien, on peut retrouver des cellules de la peau. Tiens, vous pouvez reconstituer, en regardant l'intérieur, ce qui s'est passé à l'extérieur. C'est ça. On reconstitue
Enfin, on reconstitue, c'est peut-être pas le mot exact, on complète plutôt qu'on reconstitue. Parce qu'encore une fois, on voit des choses qui sont très fines et qui doivent être corroborées par la macroscopie. La macroscopie, l'examen à l'œil nu ou à la loupe, mais enfin un examen sans technique particulière. Dans l'affaire de l'inconnu du barrage du Pas de Rio, la question de la cause de la mort était donc résolue. L'homme avait été tué par balle avant d'être précipité dans l'eau. Mais quand? Pour répondre, les enquêteurs disposaient d'abord d'un élément matériel important, la présence des isolateurs qui avaient lesté le cadavre. Très vite, ils obtiennent des résultats. Nous avons d'abord recherché où est-ce qu'ils avaient pu être découverts. Nous avons commencé une enquête qui nous a appris qu'une ligne à haute tension avait été démontée durant l'année 1988 avec, pendant plusieurs mois, des isolateurs déposés Près de la ligne? Près de la ligne, près des lieux de démontage. Et entre autres, il y avait un tas d'isolateurs qui étaient déposés sur la petite route d'accès au barrage. Et les gendarmes ne pouvaient pas le savoir. En cherchant un homme disparu en 1988, ils allaient faire durablement fausse route. Pour approcher ce délai, le délai post-mortem. La première qui est connue, je dirais tout le monde, ce sont les lividités, qui nous permettent effectivement d'avoir une approche mais très très imprécise. On estime aussi les rigidités, le corps devient très rigide. Et puis surtout actuellement, sur place en tous les cas, on se base sur la température. C'est une température qui est une température centrale, que l'on estime par voie rectale, avec toutes les prudences, parce que parfois il peut y avoir des violences sexuelles et une prise de température rectale peut perturber des recherches de violences sexuelles, ou bien des températures tympaniques, donc cérébrales. Alors on se base sur les trois températures avec beaucoup de précautions. On prend aussi la température ambiante et nous avons des courbes en fonction du poids de la personne, en fonction de son lieu de découverte, de son habillement, des conditions rhéologiques, c'est-à-dire le vent, la pluie, etc. Nous avons des courbes qui nous permettent d'estimer le délai post-mortem. 85 la ligne médiane. 85, 2 A, T. Ici, il s'agit d'une Calliphora vicina. C'est une mouche qui intervient très rapidement après la mort. Ça fait partie de la première escouade. Une mouche, c'est exactement la même chose qu'un papillon. Dans un premier temps, il s'agit donc des œufs, qui sont, donc ici vous avez des œufs qui sont dans l'alcool à 70. Ces œufs sont déposés au niveau des orifices naturels et des blessures. Après, il y a éclosion. Vous avez des petites larves, je vais vous les montrer. Ces petites larves vont rentrer à l'intérieur du corps pour se nourrir. Ces petites larves vont continuer à grandir, pour se transformer. Donc en fait, ce que vous appelez vous communément des bloches, c'est-à-dire les asticots de pêche. Arrivées à ce stade, elles arrêtent de se nourrir, elles quittent le corps et elles vont s'enterrer dans la terre si on est à l'extérieur ou se mettre par exemple sous un tapis si on est dans un appartement. Pour se transformer en cocon. Nous on parle de pupe. Exactement le même principe que les papillons. Ensuite, au bout d'un certain temps, vous avez l'émergence d'une mouche qui est imagée ici sur cette photo. Et ensuite, vous avez la mouche. Alors, le cycle dépend étroitement de la température. Cette espèce doit, par exemple, accumuler 200 degrés pour passer de l'état d'œuf à la mouche adulte. S'il fait une moyenne, par exemple, l'été de 20 degrés, il lui faudra que 10 jours. S'il fait une moyenne de 1 degré, par exemple, l'hiver, il lui faudra 200 jours. Les larves retrouvées sont donc élevées jusqu'à l'éclosion des mouches afin d'identifier les espèces qui ont pondu sur le cadavre. Cette identification permet de dater la mort. Les larves sont vivaces, je vais les mettre tout de suite sur l'avion. Donc on va étudier en fait toutes les traces entomologiques, c'est-à-dire toutes les traces des insectes, à tous les stades. Que ce soit au stade d'œuf, de larves, de cocon, ou voire des débris d'adultes, des débris de coléoptères ou de mouches. On va pouvoir les mettre en élevage. On met la terre dans son série initiale. Alors notre précision est autour de 2-3 mois après la mort, on a une précision de l'ordre de 2-3 jours. Et 6 mois après la mort, à peu près une précision de l'ordre de la semaine. Étant donné l'état du cadavre, on pouvait savoir à peu près combien de temps il avait séjourné sous l'eau? Non, ce cadavre était dans l'eau depuis de très nombreux mois, voire même des années. Tout ce qu'on pouvait savoir, c'était qu'il était dans l'eau
depuis plus de 4 ou 5 mois. Mais dans le cas d'un corps immergé, comme celui du pas de Rio, pas question d'utiliser la méthode des insectes. Pas question non plus d'utiliser les méthodes classiques de datation de la mort. Alors les enquêteurs vont essayer de faire parler les vêtements de l'inconnu. Sa tenue vestimentaire est reconstituée, photographiée, diffusée dans les journaux locaux. En vain. Aucun témoin ne se manifeste, personne ne reconnaît les vêtements. Les vêtements étaient très importants parce que on pouvait essayer par ces vêtements d'avoir une estimation de la date de la disparition de la victime. À savoir que si on arrivait à déterminer à quelle époque ces vêtements avaient été vendus, on savait déjà que la disparition ne pouvait pas être antérieure à la date de vente de ces vêtements. Donc ça pouvait nous donner un créneau assez précis. Les gendarmes entreprennent donc de faire du porte-à-porte auprès des commerçants de Saint-Étienne. Une question. Quand ces vêtements de fabrication courante ont-ils été mis sur le marché? Les renseignements recueillis chez les commerçants permettent d'établir que les vêtements de l'inconnu ont été vendus à partir de 1985 jusqu'en 1987. Une information qui colle avec les indices fournis par les isolateurs. Il reste maintenant à essayer de répondre à la troisième question, la plus importante. Qui est l'inconnu du pas de Rio? En l'absence d'empreintes digitales exploitables, le seul élément d'identification semble les dents de l'inconnu, parfaitement conservées. Lorsque le cadavre a été découvert, le parquet avait ordonné un moulage des dents. Et nous avions, dans le cadre de l'enquête de terrage, les gendarmes avaient fait le tour des cabinets dentaires. Mais là, ça n'avait rien donné. Ça, c'est une méthode qu'on utilise souvent. C'est classique. C'est effectivement quelque chose de très classique. Et puis, même si ça ne vous permet pas, dès le début, d'identifier la victime, une fois que vous avez une piste où vous pensez l'avoir identifiée, ça vous permet de savoir avec certitude si c'est bien elle. Si la personne est soignée correctement, hein. Si la personne voit son dentiste, le dentiste a un fichier et c'est exactement ce qu'il a fait sur telle dent. 1897, Paris. C'est à l'occasion d'une catastrophe que naît l'odontologie médico-légale. Ce jour-là, le 4 mai, la fine fleur de l'aristocratie se rencontre au Bazar de la Charité, une œuvre caritative annuelle. Soudain, un appareil de projection cinématographique explose. Un violent incendie se déclare, il ravage les baraques de bois, c'est la panique. On se presse vers la sortie, on se bouscule. 126 personnes trouvent la mort. Leurs corps sont carbonisés, difficilement identifiables. C'est alors que deux dentistes, les docteurs Davenport et Amoedo, proposent une identification odontologique avec l'idée que ces victimes fortunées avaient certainement subi des soins dentaires. La comparaison des fiches des disparus avec les mâchoires des victimes a permis l'identification de tous les corps. À l'Institut médico-légal de Garches, le docteur Evenot a mis au point un endoscope qui lui permet d'examiner la dentition des cadavres. Qu'est-ce que ça apprend une dent en médecine légale? Alors ça peut apprendre effectivement pas mal de choses dans la mesure où c'est un organe qui est extrêmement minéralisé, qui est extrêmement dur, qui va très très bien résister au feu, aux différentes agressions, que ça soit de la putréfaction, des choses comme ça. Déjà au niveau d'un certain nombre de colorations qui peuvent nous orienter sur des circonstances tout à fait particulières au niveau du décès. C'est-à-dire? Lors de ce certain nombre de strangulations, de pendaisons, eh bien on va retrouver effectivement ce genre de choses d'une manière beaucoup plus fréquente si vous voulez, alors qu'on ne les retrouve pas en mort dite naturelle. Donc il y a une asphyxie paroxystique et qui laisse des traces comme un bleu si vous voulez. La seule chose c'est que cette trace est d'une manière quasiment indélébile au niveau de la dent. Donc c'est un élément qui est extrêmement important au niveau de la criminalistique proprement dit. On a un maximum de 32 dents.
Ces 32 dents peuvent avoir 6 faces, entre guillemets, ou 5 faces qui vont être donc obturées avec des matériaux différents. Et on peut affirmer d'une manière quasi absolue qu'il n'y a pas 2 mâchoires complètes qui ont été soignées, qui soient tout à fait identiques. Donc c'est vraiment, on peut considérer ça comme l'empreinte digitale, comme la carte d'identité absolue d'un individu. Cet homme s'appelle Yves Dandonneau. Il a voulu changer de visage parce qu'il était officiellement mort. Mais lui aussi a été trahi par des dents, les dents de l'homme qui aimait bien. C'était en 1987. Dandonneau souscrit une police d'assurance vie de 11 millions de francs au profit de sa compagne. Avec un ami, il repère un clochard gare du Nord, même taille, même corpulence. Après l'avoir enivré et plongé dans un profond coma éthylique, les 2 complices gagnent le sud de la France dans l'auto de Dandonneau. Au lieu-dit le col de l'homme mort, dans l'Hérault, ils mettent le clochard comateux au volant et précipitent la voiture dans le ravin puis l'incendie. À l'évidence, le corps carbonisé et méconnaissable qui repose dans l'auto est celui de Dandonneau. Toutefois, la compagnie d'assurance se méfie. Un enquêteur parvient à démontrer que la dentition du cadavre ne correspond pas à la fiche dentaire de Dandonneau. Retrouvé, l'escroc assassin a été condamné à 20 ans de réclusion criminelle. Dans l'affaire du pas de Rio, l'expert commis pour examiner la mâchoire de l'inconnu trouve une dentition en parfait état. Seule une dent présente une petite carie non soignée. Il y avait donc peu de chances que le sujet possède une fiche dentaire chez un praticien. Mais l'examen des dents permet à l'odontologue d'affirmer que l'inconnu a 20 ans au moins, 40 ans ou plus. Comment affiner cette indication? En faisant appel à l'anthropologie. Là, nous avons beaucoup de choses. En anthropométrie, notamment la détermination du sexe, de l'âge, de la taille, origine ethnique. Plusieurs pièces sont intéressantes pour déterminer l'âge. Vous m'avez vu donc travailler sur le crâne. L'étude des sutures crâniennes, une source importante de renseignements, estimation. Donc il faut étudier donc les sutures crâniennes dans des points précis, système de la voûte et système antérolatéral. Donc vous voyez, donc, suivant l'endroit où on se trouve sur les sutures, elles sont plus ou moins fermées, voire elles ont carrément disparu. Donc elles se ferment avec l'âge. Voilà, tout à fait. Donc la prise en compte d'un certain nombre de points sur les sutures, l'étude de leur degré de fermeture, donc tout cela donc, permet de faire une estimation d'âge. On peut également utiliser donc, le ciliaque et le pubis. L'étude précise du pubis peut permettre, par comparaison avec des kits de référence, de donner donc un âge. Alors nous comparons donc la symphyse pubienne de question avec des kits de référence. Ces kits ont été constitués, donc il existe 6 phases différentes en fonction de l'âge et par comparaison, donc on va définir l'âge précis. Pas si sûr. Le verdict des experts qui ont étudié les restes de l'inconnu du pas de Rio est celui-ci. L'évaluation de la masse osseuse, la biopsie qui a été effectuée et l'examen de la dentition démontrent que la tranche d'âge se situe entre 20 et 30 ans. Une deuxième expertise conclut entre 27 et 33 ans. Ces estimations vont une nouvelle fois conduire les enquêteurs à effectuer des recherches inefficaces. Donc là, vous avez une estimation de l'âge, vous avez les vêtements, donc vous pouvez lancer des recherches, c'est ça? Voilà. Alors comment vous allez faire? Donc à ce moment-là, on va faire une demande de diffusion auprès du service technique et de recherche et de documentation judiciaire de la gendarmerie à Rosny-sous-Bois. Et cette diffusion va être adressée à toutes les unités de gendarmerie du territoire. Signalement de la personne. Masculin. Type militaire. Néa. Une seule carie. Les gendarmes ne peuvent le deviner, mais ils passent tout près de la solution. En effet, l'inconnu du pas de Rio avait une fiche dans le service des personnes recherchées.
comme la disparition de l'homme du pas de Rio était plus ancienne que ne le pensaient les gendarmes, les recherches sont demeurées infructueuses. En désespoir de cause, le juge d'instruction va faire appel à une méthode d'identification encore inédite en France. J'ai ordonné l'expertise pour reconstituer le visage de la victime. Alors c'était le laboratoire de police de Lyon qui nous avait indiqué que de jeunes chercheurs travaillaient sur une méthode russe qui permettait à partir des os du crâne de reconstituer les formes molles du visage, donc de reconstituer le visage. Et donc évidemment il fallait essayer, puisque nous n'avions rien d'autre en fait. Donc j'ai confié cette expertise à ces jeunes chercheurs associés au professeur Perrault. Ces chercheurs, sous la direction du professeur Perrault, venaient de procéder avec succès à une expérience, la reconstitution faciale d'un condamné à mort exécuté à Lyon au XIXe siècle. En se servant uniquement du squelette du crâne de ce Dumollard, ils avaient en effet ressuscité un visage très proche de celui qui avait été reproduit par les gazettes de l'époque. Département d'anthropologie de la faculté de médecine de Lyon. C'est ici, dans ce modeste laboratoire, que sur les instructions du juge Révol, est arrivé le crâne de l'inconnu du pas de Rio. Ah ben le crâne nous apprend énormément de choses. Bon, je dirais l'aspect extérieur. Vous voyez par exemple là, bon, c'est une collection de médecine légale, vous avez un crâne de chinois. Bon, si vous voulez, on pourrait parler en ce qui concerne d'un phénotype xanthoderme, de jaune. Alors, ce chinois est intéressant, et en fait, pour nous, peut-être on n'aurait pas l'impression, mais il est très différent d'un japonais. Or, pourtant, extérieurement, bon, on ne verra pas différent. Enfin, vous voyez, voilà le japonais dans ma main gauche. Et voilà la différence alors. Ouais. Ben, vous voyez en particulier, le chinois, il se chine tout au moins, un visage beaucoup plus large. Alors qu'est-ce que vous allez me montrer là? Eh bien, je vais vous montrer, disons, un modèle qu'on a la coutume justement d'utiliser comme présentation de notre technologie. En fait, il s'agit d'un crâne pour lequel on a la moitié, je dirais, déparqué le crâne, et l'autre moitié qui est reconstituée selon justement la méthodologie qui est la nôtre et qui est en fait en grande partie issue de Gerasimov. Médecin, chercheur et sculpteur russe, Gerasimov a examiné des centaines de visages de cadavres afin de calculer l'épaisseur des chairs en fonction du squelette. Après avoir reconstitué des visages d'hommes préhistoriques, le soviétique s'est intéressé au crâne d'Ivan le Terrible. Puis, il a mis ses connaissances au service de la médecine légale. La théorie, c'est d'essayer de retrouver à partir du crâne la forme du visage et la forme des éléments caractéristiques du visage, c'est-à-dire les yeux, les paupières, le nez, les lèvres, le menton. Il faut donc faire une étude très très précise du relief crânien. À partir de cette étude du relief crânien, on arrive à reconstituer la forme du visage et l'étude des éléments caractéristiques du visage, c'est-à-dire les orbites, l'orifice nasal, la position des dents des maxillaires, va nous permettre de reconstituer les lèvres, le nez et les yeux, et puis bien sûr le menton. Nous avons une expression du visage grâce aux muscles possiers du visage qui ont une insertion sur l'os et sur la peau. Dès l'instant qu'un muscle se contracte, il s'appuie sur les périodes de l'os, tire dessus. Et un muscle qui fonctionne longtemps va arriver à déprimer obligatoirement un peu l'os. Ce qui fait donc que quand on regarde l'os, on peut très facilement voir des traces laissées par je dirais, le fonctionnement musculaire sur l'os. Par exemple, une vieille personne présente des rides très marquées au niveau du front. Alors, ça s'explique très bien, en fait, parce que vous avez à ce niveau une lame musculaire qui, partant du front, s'insère en arrière occipitale. Et c'est très caractéristique. Si vous mettez vos mains à ce niveau, en relevant comme ceci, vous sentez très bien la contraction des muscles qui se fait ici. Et c'est sûr qu'à la longue, ça arrive à vous faire un front qui est ridé.
Alors, c'est vrai que finalement, l'eau, c'est très important pour nous parce qu'il va conserver la trace des actions musculaires de l'individu, de son vivant. Donc, en partant de là, on a en quelque sorte une lecture ouverte, comme un peu une carte topographique de la musculature. Au niveau de la sculpture, on place des jauges dans des points très précis du crâne, à des points très précis du crâne. Et au niveau de ces jauges, on appose une sorte de plâtre ou de la plastiline ou de l'argile, cela dépend des équipes de reconstitution, de l'épaisseur, des standards des tissus mous en ces points précis. Donc là, on obtient l'épaisseur du visage et on voit donc le visage en profondeur. Il a visage humain assez tard et brutalement en fait. Il a visage humain quand les yeux sont placés, quand les lèvres sont placées. Et dans toute cette partie-là, il n'a absolument pas visage humain. Il faut que tous les éléments soient placés. Même si c'est pas sculpté, il a déjà l'air d'un être humain. Et ça vous surprend? Oui, c'est surprenant parce qu'on passe d'une étape qui est à peu près celle-là. Bon là, cette étape, c'est l'étape de la pose des jauges d'épaisseur où le crâne ne ressemble à rien. 2 jours plus tard, je m'y remets et là, j'ai le visage en 10 minutes. C'est ainsi qu'apparaît peu à peu, émergeant de sa glaise, le visage probable de l'inconnu du Pas de Rio. Mais nul ne savait encore quelle était la fiabilité de cette reconstitution faciale. Et même les enquêteurs sont restés perplexes devant cette tête sans expression. Et cette tête reconstituée, nous l'avons récupérée en juillet. Le corps avait été découvert en février, la tête a été récupérée en juillet. Bon, on s'est aperçu qu'il s'agissait d'une tête en plâtre. Lorsqu'on l'a vue, on s'est dit qu'on a eu quelques hésitations, quoi. On n'a pas pensé que ça pouvait être reconnu facilement, parce que c'est vraiment pas une vraie tête. On voit que c'est un moulage en plâtre. Alors nous avons enfin un visage, mais nous ne savons pas à qui appartient ce visage. Alors le travail maintenant va être de savoir qui était la victime. Donc ce que vont faire les enquêteurs, ce que je vais demander aux enquêteurs, c'est tout d'abord de diffuser les photographies de la tête à tous les services de police et de gendarmerie de France. Ensuite, dans les journaux locaux, de faire passer une photo. La photo de la tête est envoyée dans tous les services de police et de gendarmerie, mais également dans les asiles de nuit, les foyers d'hébergement, les consulats, en vain. Est-ce que cet échec signifiait aussi l'échec de la méthode inaugurée en France par le professeur Perrault? L'article de presse n'a pas donné plusieurs résultats. Et nous sommes arrivés à l'époque de la foire de Saint-Étienne, foire annuelle qui a lieu en septembre, et sur laquelle la gendarmerie tient un stand. Et nous avons eu l'idée d'exposer la tête, carrément, avec une petite pancarte, le reconnaissez-vous? Et effectivement, donc un enquêteur du commissariat de police Saint-Étienne est passé. Évidemment, il est allé dans le centre de la gendarmerie, dire c'est la maison adverse, mais enfin bon, c'est quand même une maison amie. Il est allé voir et il a reconnu la tête. Il nous a immédiatement reconnu, en nous disant, je ne le reconnais pas formellement un tel, mais il pourrait s'agir d'un tel. Et là, ça a été très vite. À partir de ce moment-là, avec ce renseignement, on a fait les investigations nécessaires auprès de la famille de la personne supposée victime. Et puis, toutes les investigations ont été positives. Une tête en plâtre pour retrouver l'identité d'un homme. C'est bien à partir de cette effigie que les services de la gendarmerie de Saint-Étienne ont pu identifier les ossements gisant au fond du barrage du Pas de Rio. Cette reconnaissance constitue une première en France. Elle a aussi permis de relancer l'enquête sur l'assassinat d'un jeune homme qui, sans elle, serait resté au fond d'un barrage, méconnu à jamais. Ce jeune Marocain est donc formellement identifié comme étant l'inconnu du Pas de Rio. Mais il avait disparu en 1985 et non pas en 1988. Les isolateurs électriques avaient été volés dans un stock de l'EDF et non pas près du barrage. Quant à l'âge, là aussi, les enquêteurs avaient été conduits sur une fausse piste par les experts.
Le disparu n'avait que 19 ans. Le plus difficile de l'enquête est l'identification. À partir du moment où l'identification a été formelle, il s'agit d'une enquête classique, avec environnement de la victime, mise sous écoute téléphonique, des choses comme ça. Et à ce moment-là, on peut retrouver assez facilement l'auteur. Une reconstitution est ordonnée par le juge et photographiée par les gendarmes. Le 8 octobre 1985, la victime se présente au domicile d'Emmanuel, une jeune fille qu'il poursuit de ses assiduités. L'homme est excité, menaçant. Malgré la présence à l'intérieur de l'appartement de 3 amis de la jeune fille, il force la porte, insulte Emmanuel, lui cogne la tête contre un mur. Affolée, la jeune fille parvient à se saisir d'un revolver que lui a donné un élève armurier de la ville. Elle dissimule l'arme derrière son dos. Quand l'agresseur s'approche à nouveau, elle tire pratiquement à bout portant. Le jeune Marocain s'écroule, mortellement blessé. Pendant quelques minutes, Emmanuel et ses amis demeurent hébétés. Puis, ces derniers proposent à la jeune fille de l'aider à se débarrasser du corps. Un 4e ami qui dispose d'une auto est appelé. Il arrive avec une malle. Un autre va chercher des isolateurs sur un chantier EDF voisin. 24 heures plus tard, en pleine nuit, ils se dirigent vers le barrage du Pas de Rio. Mais aucun d'entre eux ne pouvait imaginer qu'on allait vidanger le barrage 4 ans plus tard. Bénéficiant de larges circonstances atténuantes, Emmanuel a été condamné à 3 ans de réclusion. Quant à ses complices, leur délit, recel de cadavres, était prescrit. Ils n'ont pas été poursuivis.